parole à Hezam. Alors, Hezam parle anglais, donc je vais essayer de le traduire un petit peu. Good afternoon. Thanks for coming, and I really appreciate this counting numbers. It's a weekend, I know everybody has something to do, but it shows some caring here. Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous rencontrer aussi nombreux aujourd'hui. On sait que c'est le week-end et qu'on a tous des choses à faire, mais c'est très bien d'être là. Well, I'll do some kind of presentation or demonstration. It will be based on like 3 parts. The first part will be geography about Yemen, where is Yemen, how is it, and the second part will be like geopolitics, how the war just came and what led to the war, and after that the consequences of the war. Donc, il va faire une présentation en 3 points, au moins déjà la géographie du pays du Yémen, ensuite il parlera de la géopolitique pour expliquer comment la guerre a pu arriver au Yémen, et enfin il parlera des conséquences du conflit. Well, as might you know, Yemen is located on the Arabian Peninsula, and it's quite in the north, southeast, and south of the Arabian Peninsula. And it's populated with around 27 millions. Ok, donc le Yémen se trouve dans la péninsule arabique, exactement dans le sud-ouest de la péninsule, avec 26 millions, un peu plus de 26 millions d'habitants. And it is considered to be the second largest country in the region after Saudi Arabia, because there are like small countries around the Arabian Peninsula. C'est le deuxième plus grand pays de la péninsule, entouré donc dans cette péninsule de petits pays, le deuxième plus grand après l'Arabie Saoudite. Because of the strategic location of Yemen, it has an old civilization, as you might see. It has a long border on the sea. Donc en raison de son importance géostratégique, l'histoire de la civilisation du Yémen est ancienne. And it's believed that some kind of old civilization like Sabinian or Kingdom of Sheba were located in Yemen, and it was thousands of years before the Christ. Donc des milliers d'années avant Jésus-Christ, on a eu des civilisations importantes. Du coup, Kingdom of Sheba. Le royaume de Shiva? Oui. Ok. And the ancient Romans used to call Yemen Arabia Felix, which means the happy Arabia or the fortunate Arabia or the blessed Arabia, and that's related to the soil fertility. Donc selon les Romains, on appelait ça l'Arabia Felix, donc l'Arabie chanceuse, bénie, etc. Unfortunately, it's not happy anymore. Malheureusement, ce n'est plus joyeux aujourd'hui. As you might know, these small countries around Yemen are very rich countries. However, it's not the case with Yemen. Yemen is the poorest Arab country. Donc c'est le pays arabe le plus pauvre, entouré de pays beaucoup plus riches. I'll try to demonstrate some strategic importance of Yemen and why it is so important to some different countries, and why they are attacking Yemen, and why they are considering the war against Yemen. Alors pourquoi le Yémen est un pays aussi important? Pourquoi est-ce qu'il y a une guerre là-bas? Pourquoi est-ce qu'il fait la guerre là-bas? Donc il va essayer de donner des éléments d'information pour comprendre tout ça. As you might see, the Bab el-Mandeb Strait. Donc comme on peut le voir dans le détroit de Bab el-Mandeb. It's very strategic, important, because 4 million of oil barrels just pass through. Donc 4 millions de barils passent par là, every. Bab el-Mandeb. Yeah. What? Par jour. Yeah, of course, per day. And as you might see, it is connecting the Mediterranean Sea and the Indian Ocean. Ça connecte la mer Méditerranée et l'océan Indien. And it's crucial, important because of the global market for the oil, as well as the protection of China and Japan as well. Donc en raison du marché pétrolier et des liens avec le Japon et la Chine, c'est un détroit qui est crucial d'un point de vue stratégique. As you see in the photo, there are a lot of warships in the area, so it's just protecting the products and
market. Voilà, donc juste pour protéger la région, on a énormément de bateaux militaires. On peut voir ici sur la carte, Union européenne, États-Unis, Russie, Arabie Saoudite. And one more thing is that, as you might see, the Bab el-Mandeb Strait is very narrow. It's just like 23 kilometers between Yemen and Djibouti. Le détroit ne fait que 23 km entre le Yémen et Djibouti. And there are a lot of military presence in Djibouti, such as the US, France, Japan, and China, as well as France and Donc la France, le Japon, China. La Chine ont des bases militaires à Djibouti, les États-Unis également. Well, with the recent conflict on the Middle East, there have always been going on like misleading media or misinforming about the media. It is the war against religious belief, and there's a war between Shiite and Sunnis. And actually, it is not the case. Donc l'erreur que font les médias, c'est d'informer sur le conflit au Yémen en utilisant uniquement le clivage sunnite-chiite. En fait, ce n'est pas tout à fait pertinent pour développer, pour expliquer ce conflit. Well, in Yemen, it is like Yemen has been not a stable country since long time. There were a lot of wars, a lot of fighting, conflicts, but it has never been the case of religious conflicts. So it's not the war between Shiite and Sunnis, and it was a united society where the intermarry. So we have mixed families. I myself have mixed families. Donc si ça n'a jamais été un pays tout à fait stable, sans conflit et sans guerre, on n'a jamais eu de conflit qui opposait réellement juste des sunnites contre des chiites. On a même un pays qui parvient à harmoniser ses relations entre communautés religieuses. Lui-même vient d'une famille comme ça qui intègre des sunnites et des chiites. I have to emphasize one thing, that the start of the war is just about the power, who's taking the power, and the geopolitics, the importance of the market or oil market or production as well. Donc l'origine du conflit, de la guerre aujourd'hui, c'est l'objectif du pouvoir et des intérêts géostratégiques comme le pétrole. However, with the conflict that's going on, there was like some exaggeration. However, the suicide bombing started to bombing Shiite mosques or Sunni mosques, so it's starting to change to some certain extent. Donc le conflit est en train de changer. On a eu des attaques à la bombe contre des mosquées chiites, contre des sunnites, et donc c'est pour ça. Oui, so it is changing a little bit. Voilà, ça évolue. Now I'll try to talk about geopolitics, which is not the main topic of the presentation today. The main thing is humanitarian crisis, and I'll just have to brief you about the change that happened in Yemen, so which led to the war. Donc maintenant on va parler des événements qui ont mené à la guerre. Ce qui est important, c'est surtout la crise humanitaire, plus que ce qu'on a présenté jusqu'à présent dans l'introduction. So, as you might know, in 2011 there was like the what was so called is the Arab Spring. Donc en 2011 il y a eu les printemps arabes. And it started in Tunisia and in Egypt, and after that Yemen, Libya and Syria. Qui ont commencé en Tunisie, ensuite en Égypte, au Yémen, au Liban et en Syrie. So when it started in Yemen, it started like in February 2011. Donc ça a commencé au Yémen en février 2011. So most likely the youth went to the street as protesting against the current president Ali Saleh. La jeunesse est descendue dans la rue contre le président Saleh. And there was like protesting against Saleh for like 7 or 8 months. Donc il y a eu des protestations durant 8 mois. And then the neighboring country, which is considered to be the Gulf Cooperation Council, came with an initiative. Donc le Conseil des pays du Golfe arabe sont venus avec une initiative pour faire évoluer justement, enfin pour régler ce conflit politique. Of course, for resolving the issues and stabilizing the conflict. Stabiliser le conflit de la région. And the main things of this initiative was Saleh to step down as president and hand over his power to his vice president, who is Hadi. Donc la conséquence de cette l'arrivée du Conseil de coopération du Golfe, ça a été donc de mettre Saleh de côté et de faire venir son vice-président Hadi au pouvoir. And to form a new government which is
50-50 between Saleh's party, which is the General People's Congress, and the other political parties. Donc ils ont formé un gouvernement qui représente à 50% les intérêts de Hadi, Saleh, et 50% les autres partis politiques en place. And after that, Hadi should call for a presidential election, and there should be only one candidate, who is Hadi, so that to avoid conflict. Donc ensuite ils ont appelé à des élections et malheureusement il n'y avait qu'un seul candidat, c'était Hadi. Donc l'objectif était d'éviter les conflits politiques. And he has to be a president for a transition period, which is just 2 years. Hadi aurait dû être président pendant une transition politique, pour la transition électorale, de 2 ans. And this 2 years has started from 2012 February and ends in 2014 February. Voilà, donc de 2012 à 2014 c'était la période de transition. After these 2 years, he has to call for a new presidential election, and it is open to all candidates. Voilà, ensuite il devait appeler à une élection ouverte à tous les candidats. So there was an election, and Hadi was the only candidate, and eventually he won that election. Il était le seul candidat encore une fois, et finalement il a bien sûr gagné. I have to explain something about Yemen. Yemen in 2009, there was an official statistics saying Yemen has like a huge amount of armed pieces. So it was around 65 million pieces. Donc il aimerait souligner un élément, c'est que en fait le Yémen est connu pour disposer de 65 millions d'armes en circulation. So during the Arab Spring, there was like some expectation this huge amount of weapons, which is privately owned, might lead to a civil war. Donc on s'attendait à ce que le fait que les gens disposent de manière privée de ces armes, cela pourrait aboutir à une guerre civile. Just as what just happened in Libya and Syria. C'est ce qui s'est passé en Libye et en Syrie. Yemenis were lucky enough to just avoid such a crisis and civil war, so they have formed a national dialogue. Mais le Yémen a eu de la chance, ils ont pu élaborer un dialogue national plutôt que d'en arriver là. So they formed a new House of Parliament or new House of Representatives, so they sit for the national dialogue. Donc ils ont créé un nouveau parlement en vue de ce dialogue national. This dialogue has to form the new constitution, new formation of the federation of the new state. Donc l'objectif était de créer une nouvelle constitution pour la fédération des nouveaux États, du nouveau État. Unfortunately, that took a long time, so this 2 years of transitions has reached to an end. Mais ça a pris beaucoup de temps et finalement la période de transition est quand même arrivée à sa fin. So Hadi requested, who is the current president, has requested to an extension of his presidency for another 1 year. Donc Hadi a réclamé d'avoir une transition supplémentaire d'1 an. Donc il devait rester 1 an au pouvoir de plus. So it starts from the new extension starts from 2014 February and ends in 2015 February. Donc de février 2015 à février 2016. No. Non. 2014 à 2015. Right. And the political parties have agreed on this extension because the country was like running into chaos and economic crisis, so they agreed on extension. Les partis politiques ont accepté cet accord d'extension de la transition parce que le pays commençait à rentrer dans une crise économique. Not ignoring the fact Yemen has been facing economic difficulties and crisis, and the corruption has like spread or riddled out in the governmental institution and all over the ministries. Donc le pays a souffert d'une crise économique, mais surtout la corruption est endémique, elle touche jusqu'au ministère du pays. So in June 2015, the government has faced difficulties on paying the salaries of the employment. En juin 2015, l'État a eu des difficultés à payer ses employés. So the 50-50 government has decided to without any warning to drop the fuel subsidies.
Alors ils ont décidé donc de supprimer les subventions au fuel, enfin au carburant. As consequences of that, the prices has gone maximum rate, so the petrol went like 75% and the diesel went to 95%. Donc le pétrole a pris 75% de sa valeur en plus dans les prix et 95% pour le diesel. And as we said just earlier, most of Yemen is like into agriculture, and diesel is so important for them because they have to run oil palms, so they just look after their plantation. Le diesel, c'est quelque chose de très important pour les agriculteurs parce qu'ils en ont besoin pour leurs outils au quotidien. So this kind of responsible actions by the government has led to a new revolutions, which has made these kind of people went to the street again, requesting for a new government. Donc encore une fois, on a eu de nouvelles protestations, les gens sont retombés dans la rue, sont retournés dans la rue et ont demandé un nouveau gouvernement. And of course, reconsidering the drop of fuel subsidies. Et ils voulaient reconsidérer, bien sûr, la fin de la suppression des subventions au carburant. After 2 months of protest in the streets and argument and discussion, finally they reached an agreement which called Peace and Partnership, which was sponsored by the United Nations. Après 2 mois de protestation et d'accords, de réflexion, ils sont arrivés à un accord sur la paix et le partenariat qui était sous tutelle des Nations Unies. Most important points of this new agreement was putting the prices not at 75 for the petrol, just to 25%, and for the diesel to 45%. Donc cet accord prévoyait que les subventions devaient être pour le pétrole de 25% et le diesel de 45%, et non plus celle de 75% et 95% qui avait été décidée. And of course, forming a new government which is completely different, not 50-50 as which used to be. So no division between political parties. It has to be a competency-based government. Et former un gouvernement qui ne soit plus représentatif du gouvernement en place avant et des partis politiques, mais qui soit surtout basé sur la compétence de ses représentants. One other point of the agreement, they have to form a new committee which is called Economic Committee, which has to review the operation of the ministries and how the corruption is going on in the ministries, and they have to cut out all the corruption. Donc ce qui est important, c'était de créer une commission économique pour lutter contre la corruption et avoir de nouvelles stratégies politiques. And this committee has just 3 months, which started on September until December 2014. Et donc il a commencé en septembre 2014 et c'est duré 3 mois jusqu'en décembre 2014. However, the process of such a committee was slow, and we reached again to the end of the extension of the extra 1 year for Hadi. Mais c'était très lent et l'arrivée de la fin de l'extension de Hadi était déjà là. Which was February 2015 it was arriving, and this extension has almost finished. Voilà, donc c'est le mois de février 2015 et donc l'extension est déjà presque terminée. Again, President Hadi has requested an extension for his presidency, and this time his request was 5 years. Cette fois-ci, il a demandé une nouvelle prolongation, Hadi, mais de 5 ans. So there was like a huge crisis in the countries between the political parties disagreeing on such request by Hadi, and they suggested another things though to come with presidential council. C'est alors qu'a commencé une grave crise politique qui a abouti donc jusqu'au Conseil présidentiel. Ouais. So this kind of presidential council has to be formed of 7 members, and Hadi to be president of this council. Voilà, ils ont créé un conseil présidentiel de 7 personnes et Hadi devait être le président du conseil. Which meant Hadi can remain as a president, but he doesn't have the complete power. It should be shared. Donc Hadi devait être président, mais il n'a pas tout le pouvoir, il devait partager ses pouvoirs avec cette autre personne.
And the period for such a presidential council is just 1 year, so they call for a new presidential election. Et le président n'est élu que pour 1 an, donc il fallait ensuite, chaque année, avoir de nouvelles élections. So just 1 month before the extension of 1 year has finished, Hadi resigned as president. Mais juste avant la fin de l'extension jusqu'en 2015, Hadi a démissionné et and he just flew to Aden, from Sana'a to Aden. A fui de Sanaa à Aden. And when he reached Aden, he withdrew his resignation. Il a supprimé sa démission une fois qu'il est arrivé à Aden. And he claimed the power back. And from Aden, he left to Riyadh in Saudi Arabia. Il voulait revenir et il est reparti à Riyad en Arabie Saoudite. And when he reached Riyadh, he asked. When he reached Riyadh, he asked a military intervention from Saudi Arabia. Et une fois à Riyad, il a demandé une intervention militaire à l'Arabie Saoudite. And there where it started, which called the decisive storm. Et c'est là qu'ont commencé les bombardements. There was a special envoy by the United Nations called Jamal bin Omar, and he was in Yemen for the past, from 2011 till 2014. Ben Omar était l'envoyé spécial des Nations Unies de 2011 à 2014. And he was not, at the moment he's not anymore envoy to Yemen. Mais il n'est plus du tout envoyé là-bas désormais. So in April he has to deliver his last report. En avril, il a donné son dernier rapport. And he claimed on the last report there was a complete agreement on the presidential council. Il y avait un accord complet sur le conseil présidentiel. With Hadi agreement. Avec l'accord de Hadi. But the intervention of Saudi destroyed all this agreement. Mais c'est l'interférence de l'Arabie Saoudite qui a détruit l'accord qui avait été créé. And from there the start of the decisive form. Et donc c'est là qu'a commencé la décision storm, la conquête décisive. So just a short explanation of this coalition. So this kind of 10 countries or 11 countries are those who are involved in military operation in Yemen. Donc ce sont ces pays qui sont membres de la coalition menée par l'Arabie Saoudite et au Yémen. And these countries are giving which called non-military support. Donc il y a des pays qui font un soutien non militaire. However, in the recent occasion, there were kind of weapons selling to the Saudi Arabia by the UK and France. Et c'est arrivé que l'Angleterre et puis la France envoient des armes à l'Arabie Saoudite. And the other countries are against the war, which Iran, Russia, and China. Et puis ceux qui sont opposés à l'action militaire, c'est l'Iran, la Russie et la Chine. And when I say they are against the war, just like they have no intervention and they can't use anything in the United Nations, they just say we are against. Quand ils disent ça, c'est qu'ils ne veulent. Ils disent qu'ils sont contre, mais ils n'utilisent pas quelque chose au Conseil des Nations Unies. Ça. As a consequences of this unjust war, there were a lot of consequences in Yemen. So a lot of casualties, a lot of massive destruction in the infrastructure. Il y a eu beaucoup de conséquences injustes il y a beaucoup de conséquences dans cette guerre injuste, des destructions massives d'infrastructures. And there were around 1 million of internally displaced persons. Environ 1 million de personnes déplacées à l'intérieur du pays. And what is more crucial these days, it's just the food insecurity and water insecurity. Ce qui est le plus important en ce moment, c'est l'insécurité alimentaire et l'insécurité autour de l'eau. And of course the shortage of the medical supply. Et la pénurie de médicaments et de matériel médical. And crucially on the ground, the expansion or the spread out of Al-Qaeda. Et également l'expansion d'Al-Qaïda dans le pays. I'll try to just show you some kind of statistics of numbers which has updated on 25th of August, so it is almost 25 days ago.
Donc il va montrer des informations qui ont été publiées le 25 août 2015, donc c'est il y a très peu de temps. So of course it has been changed and it is massively increased. Bien sûr, ça a évolué et ça a, de façon massive. So I'll talk about the casualties. There were like 4,500 killed. Il y a eu, c'est italien, 4483 personnes décédées à ce moment-là. And 1,040 of them are kids. Donc 1040 enfants parmi elles. And almost 9,500 injured. 9579 blessés. 805 are kids. Donc 805 enfants. So the massive destruction in the infrastructure was like 12 airport, 98 power station, 300 bridge. Donc dans les infrastructures détruites, on a eu 12 aéroports détruits, 98 stations électriques, énergétiques, et 293 ponts. And 387 schools and 107 hospitals. 387 écoles, 107 hôpitaux. And the massive things other than that is almost 300,000 of private houses. Le plus impressionnant, 312 000 destructions de maisons, d'habitations. And 149 factories. 144 usines. And 31 cultural heritage. 31 lieux d'héritage culturel, de patrimoine culturel. Unfortunately, one of them is the Great Dam of Marib, which was built on almost 1,200 BC. Dont le barrage de Marib, Dam, qui a été créé 1,200 BC before the Christ. Donc en 1200 ans avant Jésus-Christ. Well, the crisis, the humanitarian crisis in Yemen, there were, like as I said, 1,200,000 almost internally displaced, and almost 21 million of Yemenis who need immediate help. 1,200,000 déplacés et 21 millions de gens qui ont besoin d'une aide humanitaire immédiate. And almost 13 million who are in food insecure and water insecure. 13 millions sont dans l'insécurité alimentaire et dans l'insécurité sanitaire. One of the last things that I would like to talk, which is crucial on the ground, so it is not like maybe propagated in the media, and I try to talk about it. It's just the spread out of Al-Qaeda. Donc l'une des choses qu'il aimerait désormais dire et qui est peu entendue dans les médias, c'est l'expansion d'Al-Qaïda. As I said earlier, Yemen is just full of armed pieces, so the activities of Al-Qaeda is like spreading out more and more. Les activités d'Al-Qaïda sont de plus en plus en train de se développer, s'étendre. And as a start, Al-Qaeda in Yemen, AQY. Al-Qaïda au Yémen, AQY. It started in October 2000, so it started even before the 9/11. A commencé avant les événements de 11 septembre, 2000, en 2000. Almost 11 months before the 9/11 tragedy. Donc 11 mois avant les tragédies du 11 septembre. And after that, they merged with the Al-Qaeda in the Arabian Peninsula. Donc ils se sont unis avec la branche d'Al-Qaïda, Al-Qaïda dans la péninsule arabique. And in 2012, they took control of Abiyan province. Et en 2012, ils ont pris le contrôle de la province d'Abiyan. And they announced it as Islamic State. Et ils l'ont annoncé comme ayant créé un État islamique. So there was like an operation on the ground by the Yemeni army to take back the control of Abiyan. Donc il y avait une opération par les forces militaires du Yémen pour reprendre le contrôle sur Abiyan. They succeed to certain extent where they got back the center of Abiyan. Ils ont réussi dans une certaine mesure car ils ont repris le centre de la ville d'Abiyan. However, the activities of Al-Qaeda were not eliminated. Cependant, les activités d'Al-Qaïda n'ont pas été éliminées. Because they kept doing suicide bombing in all over Yemen. Parce que les bombes
Les opérations suicides ont continué. One thing I have to emphasize about the ISIS in Yemen, it is totally new, and there was no kind of their activities on the ground until 3 months or 4 months ago. Une chose qu'il aimerait insister, c'est que jusqu'à il y a à peu près 4 mois, les événements n'étaient pas si importants d'Al-Qaïda, c'est ça? ISIS. C'est d'ISIS? Could you repeat, maybe? Okay. I said the activities of ISIS were not well known in Yemen. Donc les activités de l'État islamique n'étaient pas très connues au Yémen. Until 4 months ago. Jusqu'à 4 mois. When they started bombing the mosques and declaring their responsibility of such attacks. Quand ils ont commencé à attaquer les mosquées et à déclarer leur responsabilité dans ces attaques. To emphasize here, they have no ground operation, however they have bombing responsibilities. Donc ils n'ont pas d'opération sur le sol, mais ils ont des responsabilités dans les bombardements. Ouais. Just to brief you about their activities in Yemen, so the complete red shadow, it's just like mostly they are taking control of. Donc les parties en rouge sombre, ce sont les parties où ils ont le contrôle. And the circle with red lines, it's just they have their activities, but they are not on the ground. I mean, I'm talking about Al-Qaeda in the Arabian Peninsula. Donc ce qui est en rouge, mais juste des lignes rouges, des cercles, c'est là où Al-Qaïda a une présence, mais où ils n'ont pas le contrôle. However, I mean, on the ground, when the war is going on, so there are like not much securities, and they keep moving around and participating on such activities and bombing here and there. So they are like gaining a lot of control and making a lot of their activities obvious. Donc il y a très peu de sécurité, mais ils se déplacent rapidement et ils peuvent agir d'un point à un autre avec leurs attaques. Finally, I have to emphasize in the humanitarian crisis, it is really very difficult in Yemen. As I said, like 20 million needs an immediate help. Donc il insiste sur la crise humanitaire, 21 millions de Yéménites qui ont besoin d'aide humanitaire. And when I talk about it, I talk about the many things like electricity and power and diesel and medicine. Quand il parle de ça, il parle de l'électricité, du diesel, des médicaments. And honestly, it is difficult to get some information from the countries because sometimes you don't have they don't have access to the internet, and that's because there's no power supply. And sometimes when you, for example, if you just use the WhatsApp, it takes like 48 hours to get a response. Mais il est très difficile d'obtenir des informations du pays parce que notamment Internet est difficile d'accès parce qu'il y a aussi des problèmes électriques. Donc par exemple, quand il y a WhatsApp, on peut utiliser jusqu'à 45 heures avant d'avoir une réponse. And 6 months is too much for such a poor country, and it's destroyed all the infrastructures. And I mean, Yemen is very poor, and destructing hospitals and bridges is something awful, and it will take them a very long time to repair or maybe build it again. Ce qui s'est passé en 6 mois, c'est très long, c'est très lourd pour le Yémen, qui est un pays très pauvre et qui aura besoin de beaucoup de temps et d'énergie pour se reconstruire. I hope I made a global idea, which even I myself sometimes I don't get full information from back home, so it is difficult to get complete pictures. J'espère avoir donné une image globale, même si c'est assez difficile, d'autant que je ne parviens pas à avoir des informations du pays assez facilement. And thank you very much. Et merci beaucoup. Bien, maintenant la parole est à la salle. Alors, si vous voulez poser des questions, il y a un micro qui peut se passer vers vous, poser vos questions, puis Enam répond. On a à peu près, on dispose d'un petit quart d'heure. S'il vous plaît, je voulais comprendre le rôle d'Al-Qaïda. Est-ce qu'ils sont avec l'Arabie Saoudite?
Est-ce que Al-Qaïda, ils sont quand même plutôt sunnites? Ou est-ce que j'ai pas compris? I hope I understood the question. Of course, the Saudi Arabia is related too much to Al-Qaeda, and on my presentation I try to avoid geopolitics because the main concern of this conference is humanitarian crisis. So, in one city is called Hadramaut. So, if you see here in Seymour, this is mostly one of the biggest cities in Yemen, this is the capital of the city, so it's Seymour. The city is Hadramaut. It represents around 35% of Yemen. It is totally controlled by Al-Qaeda, and as you see, it has a huge borders to Saudi. Translate. Joseph, tu traduis? Faut que je traduise? Tu veux que je traduise? Bonjour. Il dit qu'il y a une forme de lien avec l'Arabie Saoudite, mais ce n'est pas un lien politique, c'est-à-dire que la zone est, Hadramaut, qui est représentée ici avec sa capitale Sayoun, est une zone contrôlée par l'entité Al-Qaïda. On reviendra dessus après, on ne peut pas dire que, lui dit qu'on ne peut pas dire qu'il y a une connexion Arabie Saoudite, Al-Qaïda, mais il y a quand même une connexion géographique. However, with the connection, there was no bombing in such area, even though Al-Qaeda is controlling. However, I have to make another thing. Most of the members of Al-Qaeda hold the Saudi nationality. Il dit que la plupart des membres de Al-Qaïda sont de nationalité saoudienne et qu'effectivement, il n'y a pas de bombardement de la coalition sur la zone Al-Qaïda. And in one of the WikiLeaks released document, there's like an intention of Saudi to take control of Hadramaut, where they can have an access to the Indian Ocean. Une des stratégies de l'Arabie Saoudite, c'est de contrôler Hadramaut pour avoir un accès à la mer, à l'océan au sud-est. So I believe there's a connection between Saudi Arabia and Al-Qaeda. Je me permets de faire une petite parenthèse. Dans cette région du monde, on ne veut pas de Qaïda chez nous. Les Saoudiens ne veulent pas chez eux. Mais ça ne les dérange pas si elle sert leurs objectifs au Yémen. Voilà. Hormis la question du pétrole, j'ai lu concernant le Yémen que les populations agricoles du Nord, qui sont extrêmement pauvres, qui se trouvent être des bouddhistes, ont été littéralement expropriés de leurs terres et ruinés par des experts qui sont arrivés pour faire une révolution, ce qui s'appelait la révolution agricole, qu'ils font un petit peu partout, qui ont puisé dans les nappes phréatiques pour faire de la banane et de la pastèque, et que ces petits paysans se sont révoltés violemment en voulant les jeter, les mettre dehors, et qu'en plus ces petits paysans pauvres réclamaient des hôpitaux, de l'électricité, des écoles, tout un tas de choses que le pouvoir central ne leur accordait pas. Alors, d'après ce que j'avais lu, la révolte serait partie de là, mais ensuite, des chefs de guerre auraient évidemment, se seraient servis de ça pour faire tout à fait autre chose. Moi, c'est ce que j'ai lu. Alors, il doit y avoir une réalité sociale, économique extrêmement violente, déjà au Yémen. Elle était longue, votre question. Traduire. Vous pouvez la fragmenter en 3 parties, votre question? Parce qu'il il parle pas, il n'est pas francophone. Non, mais à mon avis, le conflit, enfin d'après ce que j'ai lu, mais c'est pour ça que je pose la question. Alors allez-y, moi, la je ne question. suis pas spécialiste. Ah non, la question. Je dis que très probablement derrière le conflit, il y a aussi un conflit social et économique extrêmement important qui touche les parties pauvres
du Yémen qui sont violemment opposés à ceux qui sont venus leur prendre l'eau en particulier, et que, comme par hasard, ces paysans pauvres seraient des houthistes. Mais le conflit n'est pas religieux, évidemment, c'est un conflit social et économique qui se superposerait à tout ce qui a été raconté par ailleurs par... Well, of course, Yemen is facing some economic crisis and maybe humanitarian crisis as well. Water is one of them, but this is not the issue of the war. The war is mainly about the pointing or assigning a regime that will serve the need of the Saudi Arabia. Other than that, there's nothing else. I mean, it could be like, as the media promote, which is the Shia-Sunni conflict. But it is not about the water. The water, of course, Yemen is facing such a problem, but it's not all of Yemen, so it is not about the water. However, I have to emphasize it is a power conflict plus a regime that will serve the interest of Saudi Arabia. Donc, pour lui, c'est surtout un conflit politique. On essaye de mettre au pouvoir des intérêts qui servent ceux de l'Arabie Saoudite. Bien sûr, il existe des problèmes avec l'eau, bien sûr, il existe des problèmes de pauvreté, mais ce ne sont pas eux qui prédominent pour expliquer la guerre en cours. D'autres questions? Mademoiselle, vraiment au fond, non? Oui. Je ne sais pas du tout, je connais très peu de choses sur le Yémen et j'écoute attentivement ce que vous dites. Mais je me demande quel est le lien qu'il peut y avoir, ou bien l'opposition, quelles sont les relations entre Al-Qaïda au Yémen et Daesh. Well, as I said on the demonstration, ISIS is very new in Yemen. However, on the recent 4 or 3 months, they started bombing the mosques in Yemen. However, the same attack of Al-Qaeda and ISIS, they're targeting the same goals. So they are fighting side by side. Donc l'État islamique est quelque chose de nouveau au Yémen, même si il est vrai que ça fait depuis à peu près 4 mois qu'ils utilisent leurs bombes sur place. Cependant, avec Al-Qaïda, ils ont des intérêts communs. Donc ils évoluent de chacun de leur côté, mais avec des cibles communes. So they are fighting the same... Voilà, ils ont les mêmes objectifs. Moi, j'aimerais bien poser une question. Actuellement, d'après les informations qui me parviennent, la coalition s'apprête pour faire un assaut décisif sur Maghreb. C'est la ville donc, de notre ami. Alors, qu'est-ce que tu penses de cette offensive? Est-ce qu'elle va aboutir? Enfin, je ne le souhaite pas, bien sûr. Ou quoi? On the beginning of September, there was like a ground operation in the city of Marib. So as it's not clear. So yeah, as you see here, that is Marib, and if you see on the borders, how Saudi is so close to Marib. Yeah. So they entered with their ground forces to have a military base. So they put it in Marib. So from Marib, they go to Sana'a, which is the capital city. Donc,
l'Arabie Saoudite fait entrer ses forces au sol jusqu'à Marib. L'objectif c'est d'atteindre Sanaa. And on the ground at the moment there's like a huge arms and explosion in the city of Marib, and there's like a huge number of internally displaced people. Énormément de déplacés parce qu'il y a beaucoup d'armes et d'explosions. And recently, such as like my family has left the houses and just moved to a little bit more remote area, but they still in Marib. Donc sa famille elle-même a dû se déplacer au sein de la ville de Marib. And it is expected that this kind of ground operations will take time, and it will continue for like until they maybe get their target. Donc ils s'attendent à ce que cette expédition militaire dure encore longtemps. And the forces that are participating in such an operation, it's Apache and F-16 and military on the ground. Apache. Ah, les hélicoptères Apache et F-16. Ah oui, des F-16, donc des avions américains de chasse. And military on the ground. Et des troupes au sol. And as I said earlier, there was like the great dam of Marib, which was built more than 1,000 years before the Christ. It was totally destroyed. Donc c'est là que le barrage de Marib, qui a été créé il y a 1200 ans avant Jésus-Christ, a été détruit. Sorry, I came late, so I didn't hear everything. Can you please tell me what's the main role of Iran if they are included in Pose la question en français parce que les gens ne comprennent pas. And as you named some countries against Yemen, are there any countries with Yemen or side by side with Yemen? Tu as dit le rôle de l'Iran. Ouais. Oui. Donc ils aimeraient savoir le rôle de l'Iran et puis est-ce que le Yémen a des alliés? Well, as I said, it is the misleading information by the media. They said it is kind of war between Shiites and Sunnis. So they claim that the Iranian role in Yemen, they are backing Houthis who are Shiite. Donc les médias relaient l'idée que l'Iran qui est chiite va soutenir les houthis qui sont chiites, mais encore une fois pour lui le clivage n'est pas pertinent. However, I don't have to dismiss the role of Iran. Iran is backing up the ground government in Yemen, where they claim it is the legitimate government, and it's considered to be backing Houthis. Donc il ne faut quand même pas mépriser le rôle de l'Iran qui soutient le gouvernement en place et qui, selon lui, ferait revenir peut-être le pouvoir politique. And if we talk about, I mean, socially speaking, if Yemenis are considering the role of Iran as well as Saudis, they don't both roles, they just want to have their own government which will deal with their own business. However, the intervention of Iran is just pure political, the intervention of Saudis including military operations. Voilà la grande différence, même si les deux États, l'Arabie Saoudite et l'Iran, veulent nourrir leurs intérêts stratégiques, c'est que l'Arabie Saoudite envoie des troupes au sol, alors que l'Iran a simplement une stratégie d'influence politique. About your question about who's side by side with the Yemen, well, as I shown in the photo, it just said Iran, China, and Russia, and maybe Oman. But what they do, it's just political support. So they are like requesting the coalition to sit down and have a dialogue. But on the ground, they do nothing. L'Iran, la Chine et Oman soutiennent en partie le Yémen, mais au fond, ils ne font pas grand-chose sur le terrain. Ils supportent juste un dialogue sur la question. And mostly Oman is like trying so hard to establish a peaceful agreement. Oman essaie d'obtenir un accord pacifique. And most likely, on the recent 2 weeks, there was like some negotiation between Yemenis and Yemenis on Saudis who claim to be legitimate in Oman. Donc il y a eu des négociations légitimes ces 2 dernières semaines entre le Yémen et
les Saoudiens. And they have not reached an agreement. Mais ils n'ont pas eu, enfin ils n'ont pas pu atteindre un accord. Ils ne fournissent pas d'armes à la résistance? Qui? L'Iran. Those Iranians send weapons to the resistance. Well, the media claim that, but that has never been the case. However, there is like embargo on Yemen, even it's kind of blockade, so no one goes in or goes out, so there will always be United Nations intervention. C'est ce que les médias relaient, mais en fait il y a un embargo sur les armes au Yémen, donc, qui a été d'ailleurs décidé par les Nations Unies, et on ne peut pas faire rentrer d'armes à l'intérieur du pays. Est-ce que vous pourriez résumer l'enjeu de ce conflit? Je ne le comprends pas. On résumera à 16h30. Well, the conflict is about power and about regimes to serve the interests of Saudi Arabia. Le conflit, c'est autour du pouvoir et des intérêts, des façons de servir l'intérêt de l'Arabie Saoudite. Just simple as that. Aussi simple que ça. En fait, on dit Arabie Saoudite, depuis éternellement. L'Arabie Saoudite, c'est quoi? D'abord, la Saoudite, le nom de Saoudite, c'est un nom de famille. C'est pas ni une terre, ni une ville, ni une région, c'est le nom d'une famille. Saoudite, c'est une famille royale. Elle tient pratiquement 10 fois que la surface de la France. Je parle. Il faut dire aussi, l'Arabie Saoudite, c'est un pays fasciste, raciste. Quand on dit fasciste et raciste, c'est pas parce que j'ai envie de le dire, mais ça c'est la réalité des choses. La femme là-bas, par exemple, la moitié de la population, n'a pas le droit de conduire. Voilà. Et les pauvres là-bas ne sont pas ni l'électricité ni de l'eau. C'est dans Taïf, c'est pas loin de Yémen. Troisième chose, c'est qui les amis de cet État fasciste et raciste dans la région? C'est à cause d'elle que tout le conflit au Moyen-Orient, soit en Libye, soit en Syrie, soit en Irak, c'est l'Arabie Saoudite. C'est qui les amis de l'Arabie Saoudite? C'est la France, il faut dire. Le pouvoir en France, soit de droite ou de gauche, c'est les amis, c'est les liés à cet État. Et les États-Unis avant, bien sûr. Mais nous aussi, on est français, on a le droit de dire d'État français, il est lié avec l'Arabie Saoudite contre le pauvre Yémen, contre le pauvre Syrie, contre le pauvre Irak et la Libye. Voilà, c'est tout. Merci. Well, I'm glad someone said that because if I said it myself, it would be like biased. So that's kind of the truth. Donc je suis heureux que quelqu'un l'ait dit parce que si je l'avais dit moi-même, ça aurait été un peu mal perçu, mais je suis content. Moi, je vais aussi ouvrir une petite parenthèse. C'est que la plupart des pays de coalition, ils sont là soit par crainte, c'est le cas des Émirats arabes, parce que leur voisin, comment dirais-je, fort et très autoritaire, il les fait peur depuis longtemps. Soit parce que l'Arabie Saoudite, elle a payé trop. Hein. Par exemple, c'est le cas de l'Égypte, elle a touché l'Arabie Saoudite et des pays du Golfe pendant 2-3 ans. Ils ont touché 24 milliards de dollars. Donc, ils ne peuvent qu'envoyer quand même quelques centaines de soldats, quelques avions. Et le Maroc, c'est pareil, il a envoyé quelques avions parce que l'Arabie Saoudite, elle paye beaucoup. J'arrive à l'Europe, à 2 reprises. Là, au début de la crise, le président Hollande est allé en Arabie Saoudite. Il est revenu avec des contrats, si je me rappelle bien, 10 milliards de dollars, quelque chose comme ça. Quelques mois après, c'est le rôle de Fabius. Il est retourné aussi avec des contrats de 10 milliards de dollars. Et évidemment, il n'y a rien eu sur le Yémen. C'est-à-dire qu'ils soutenaient, mais ils avaient les contrats dans la poche. Les autres pays, c'est pareil. Et donc, tout le monde, par le fait des choses, donc on laisse l'Arabie Saoudite faire au Yémen, c'est son voisin, l'Arabie Saoudite est très puissante, elle a beaucoup de contrats, elle a beaucoup de milliards. Le Yémen, qu'est-ce qu'on va gagner du Yémen? Rien du tout. Il faut que les usines d'armement travaillent et vendent.
dans l'Occident, Europe et les États-Unis. Malheureusement, on arrive à cette réalité actuellement. One thing to add, just to end this discussion, it's they are saying they are promoting the democracy and protecting democracy. In half of the coalition, 5 countries, in the last 50 years, there was no election in such countries. How can they promote democracy? Donc une dernière chose avant de finir, dans la coalition, même s'ils disent... C'est un petit peu humoristique parce que moi je réfléchissais que tous les conflits, ça dépend de la situation de l'industrie hitleriste, je ne sais pas parce que ce n'est pas la même comme allemand, oui, les personnes qui sont Hitler, ce n'est pas la même comme allemand, hitleriste. Mais ça dépend de vêtements peut-être, l'industrie de la vêtement. Avant, ils avaient très jolis vêtements, oui, c'est ça, c'est juste la suggestion. L'industrie, c'est pas une question, c'est une conflit, oui. Moi je dis que peut-être ça dépend des situations avec l'industrie. Industrie, oui, c'est vendre, il faut vendre. Peut-être vraiment très joli, moi je sais pas. Ils avons de jolis vêtements, c'est tout. Et Hitler, ce n'est pas la même comme allemand, c'est suggestion. Yeah, just to end this, as I said, half of the countries that are participating in this coalition have never had an election in the last 50 years. Donc la moitié des pays qui sont dans la coalition n'ont pas eu de démocratie dans les 50 dernières années. On arrive à la fin de l'intervention de notre ami Hazam. Merci Hazam pour l'intervention. Je passe maintenant la parole à notre camarade Joseph Dato, président de Human-Cop. Merci, merci Hassan, merci Hazam, et surtout l'initiative est salutaire de mettre un projecteur sur ce pays, puisque l'actualité est très agitée en matière de drames et de conséquences de ces drames, c'est-à-dire de la question du Moyen-Orient qui est en train d'exploser, le Moyen-Orient, et on en voit les conséquences à l'échelle de l'Europe et autres. J'ai un attachement particulier pour ce pays, parce que j'ai eu l'occasion en Iran d'y travailler, etc., avec Médecins du Monde à partir de 2006 jusqu'à 2010 régulièrement. Et je ne vais pas refaire une conférence, je vais juste donner quelques éclairages, quelques points pour compléter ce que a expliqué de façon très précise Hazam. Bon, lorsqu'on est en 2006, il y a plusieurs éléments qui attirent l'attention, en tout cas la nôtre, celle de quelques militants humanitaires, puisque en 2006, la grande activité médiatico-humanitaire concernait plus l'Irak et l'Afghanistan, et pas tellement le Yémen. Or, il y avait déjà un conflit. Ce conflit, on n'a pas beaucoup évoqué, mais entre autres, dans les problèmes du Yémen, il y avait un conflit entre la zone nord-ouest Houthi, c'est-à-dire la zone de Sanaa, et le centre, c'est-à-dire Sanaa. Les Houthis sont des tribus zaïdites, c'est-à-dire des tribus de confession chiite, ce qui représente presque la moitié de la population zaïdite, je veux dire, du Yémen. C'est-à-dire, en gros, l'islam est coupé en deux parties, environ 60% de sunnites d'obédience chaféite, qui n'est pas la même chose que les musulmans d'obédience hanbalite saoudien, donc le sunnisme aussi très divisé, et le reste zaïdite, y compris le président Saleh, qui était en conflit contre les Houthis et les Houthis contre lui, et ça me faisait penser, donc je reviens sur la question que posait une dame sur les questions agricoles, de pillage, etc. La revendication des Houthis en 2006, alors que le conflit avait commencé en 2004 entre le centre et la périphérie, c'est-à-dire entre les Houthis nord-ouest et Sanaa, c'est qu'ils voulaient une meilleure distribution des richesses du
du centre vers les périphéries, il voulait moins de corruption, etc. etc. Et anecdotiquement, lors d'un de mes séjours au Yémen, je m'étais entretenu avec une personne qui est devenue célèbre puisqu'elle a été prix Nobel de la paix. Karman, Tawakkul Karman, elle est devenue prix Nobel de la paix en 2011, cette femme yéménite, ainsi que la présidente du Libéria, etc. Et cette personne venait de la mouvance des frères musulmans au Yémen, donc d'une mouvance politique co-religieuse assez radicale, et elle-même expliquait, alors qu'elle était journaliste à l'époque et pas très connue, en 2006-2007, elle expliquait qu'il y avait une corruption extraordinaire et que le centre ne bénéficiait pas des richesses, la périphérie, donc la zone Ghouti en particulier, ne bénéficiait pas de la redistribution du centre sur fond de corruption. Premier point. Ensuite, il y avait donc ce conflit qui était occulté par les grands médias, etc. en 2006. Il y avait, et c'est toujours le cas, le fait que ce pays est le plus pauvre du monde arabe, ça a été dit, cerné par des voisins qui sont extrêmement riches, sauf si on passe le détroit et que là on arrive dans des zones extrêmement fragiles, Érythrée, Somalie, Land et Puntland, etc. c'est la Somalie. Quoique ça va un peu mieux d'un point de vue économique sur cette zone-là de la Somalie, qui d'ailleurs reçoit des réfugiés yéménites, on y reviendra. Le troisième élément, c'est qu'il y avait très peu d'actions et d'acteurs humanitaires. Lorsqu'on est arrivé à Sanaa, il y avait 5 ONG internationales. 5, c'est-à-dire pas beaucoup. Et 5000 ONG nationales, c'est-à-dire beaucoup d'acteurs de société civile extrêmement vitalisés qui agissaient pour soutenir leur population, des sociétés civiles extrêmement dynamiques dans ce pays. Il y avait très peu d'assistance internationale, et c'est toujours le cas. Et en fait, en gros, c'était déjà une domination saoudienne. C'est-à-dire que pour $2 qui arrivaient de l'aide extérieure, $1 était saoudien, et le deuxième dollar représentait le reste du monde. Donc il n'y avait pratiquement pas d'aide, sauf de l'aide américaine très militaire, etc., etc. Et il y avait déjà en 2006 des opérations de drones contre Al-Qaïda qui étaient déjà présents, Elzam l'a dit, depuis, grosso modo, le début des années 2000. Al-Qaïda, de façon rampante et maintenant de façon beaucoup plus institutionnelle, présente au Yémen, puisque Al-Qaïda, c'est la fusion de Al-Qaïda Arabie Saoudite et Yémen. Donc ils sont fusionnés, ils ont grossi, ils ont pris de l'espace et du territoire. Et je rappelle ce que nous savons tous, c'est qu'ils ont commandité Charlie Hebdo. Akbar a commandité les attentats de Charlie Hebdo en janvier en France. Et revendiqué, bien sûr. Et ensuite, il y avait dans ce pays, pour comble de pauvreté, pas d'acteurs, conflit avec les outils, pas beaucoup d'assistance, et en plus une tradition forte d'accueil de réfugiés. C'est-à-dire que ce pays le plus pauvre est un réceptacle de gens qui traversaient le détroit de Bab el-Mandeb à partir de Djibouti ou du port de Assad en Érythrée, un peu au nord, ou de la Somalie, pour transiter à travers le Yémen et espérer trouver un job, une meilleure, on va dire, soit dans les Émirats, soit dans l'Arabie Saoudite, etc., soit plus loin. Donc c'est une zone de transit dans laquelle était prise en charge un nombre assez conséquent de Somaliens et autres ressortissants de la Corne de l'Afrique et plus loin dans l'Afrique. Ça, c'était la photographie du moment 2006-2007. Il a tout expliqué ensuite très bien, les armes, le cheminement, etc., du conflit. Mais comme rien ne s'est réglé, comme le dialogue national a pris du temps, comme le sommet politique était coupé de la base populaire, les gens se sont impatientés, il y a eu des troubles, et on peut dire aujourd'hui sans ambiguïté qu'il y a une guerre civile au Yémen, à laquelle se surajoute ce désastre militaro-politique de la coalition. Je ne reviens pas dessus, mais il faut comprendre pourquoi. Et ça, c'est à mon avis intéressant. C'est-à-dire que le focus saoudien a changé. Je m'explique. Depuis janvier, c'est un roi nouveau qui est arrivé en Arabie Saoudite, le roi Salman. Il a remplacé Abdallah qui est décédé. Et avant Salman, l'ennemi numéro 1, si je puis dire, des Saoudiens, c'était les frères musulmans. Depuis Salman, c'est l'Iran. C'est-à-dire que la Fouqa s'est déplacée. Et ceci explique cela. Donc, il y a une espèce de mise en scène d'un conflit sunnito-chiite qui
de mon point de vue comme celui de Eza, ne tient pas debout, c'est pas la réalité, c'est de la rhétorique, c'est du discours, mais c'est pas la réalité. Et en même temps, les Saoudiens, comme le disait monsieur tout à l'heure, c'est quoi l'Arabie Saoudite? L'Arabie Saoudite, c'est un tiers de population, c'est-à-dire 8 millions environ d'individus qui sont des travailleurs migrants, qui viennent de l'Asie du Sud-Est, etc., de l'Égypte, palestiniens, donc non saoudiens. Et dans le reste de la population arabe saoudite, on ne voit pas la carte là, mais on n'a pas une carte de Saoudi. Si, il y en a ça. C'est le Yémen. Non, c'est le Yémen. La lisière, le littoral de la mer Rouge, c'est-à-dire une très grande zone qui va depuis la frontière du Yémen en longeant donc la mer Rouge à l'ouest de l'Arabie Saoudite. C'est très peuplé de chiites ismaéliens, donc il y a des chiites dans l'Arabie Saoudite. Et le nord, c'est-à-dire le long du golfe arabo-persique, où il y a des champs pétrolifères importants, ce sont aussi des chiites qui vivent là et qui sont des chiites saoudiens. Donc si on enlève les travailleurs migrants et les chiites, qu'est-ce qui reste? Une portion réduite de purs sunnites wahhabites. Et ça, c'est aussi très important parce qu'ils se sentent, ça n'excuse rien, hein, ça explique, ils se sentent assiégés par une sorte de complot chiite contre eux qui n'est pas la réalité. Qui n'est pas la réalité, mais vous savez, les moteurs de guerre, c'est pas toujours la réalité, il y a beaucoup de d'irrationnel dans ces moteurs de guerre. Et pour finir le petit topo là, que j'essaie de rendre à peu près clair, j'espère, c'est que la communauté internationale, par le biais de sa résolution 2216 du mois de mars, a sous-traité le problème. Il l'a sous-traité aux Saoudiens qui, d'un point de vue strictement militaire, n'ont pas d'expérience du conflit armé, de la contre-insurrection, etc., etc. Ils ne se sont jamais battus en clair. Très très peu pendant le début de la première guerre du Golfe en 91 contre Saddam Hussein, mais ils n'ont pas d'expérience. Donc ils ont, je pense, moi, pour l'instant, un bilan qui est catastrophique d'un point de vue des buts de guerre, avec tous les désastres, on va y revenir, provoqués sur la population civile, sur le patrimoine, sur les conséquences d'un blocus qu'ils ont donc organisé, avec la bénédiction, évidemment. C'est-à-dire avec la bénédiction comme ça. Hein, je me frotte les mains, je sous-traite la crise, moi, ONU, aux Saoudiens et à la coalition. La coalition qui est à plusieurs vitesses, hein, parce que les Pakistanais sont très très loin derrière, et les Qataris, les Émiratis sont sur le terrain en train de prendre des coups. Eux sont un peu plus, je pense, expérimentés parce qu'ils ont été impliqués en Afghanistan avec l'OTAN, etc., les Émirats, les Émiratis. Mais en tout cas, c'est pas gagné. Hein. L'Empire ottoman s'est cassé les dents sur le Yémen, l'Égypte en 1960 s'est cassé les dents sur le Yémen. Je ne suis pas sûr que ça va être une partie facile pour unifier et pour pacifier, je ne sais pas quoi, atteindre les buts de guerre de l'Arabie Saoudite et de ses alliés de circonstances. Quant à la France et les États-Unis, mon point de vue, c'est qu'il y a une très grande opacité. Enfin, Hassan l'a dit, ils vendent des Rafales, ils vendent des munitions, ils vendent des missiles, des chars Leclerc, etc. S'ils font le boulot de marchand d'armes comme tout le monde. Et ils sont très prudents. Hein. La politique française est très prudente, c'est-à-dire qu'elle est opaque et elle est hypocrite, parce qu'elle essaie, à mon avis, hein, de préserver l'avenir. C'est-à-dire on ne sait jamais, il y a peut-être des marchés après, etc., etc. Donc ils ne veulent pas aller en première ligne, les Français, donc c'est une posture totalement cynique. Et ils ne font rien pour demander un allègement ou être dans les négociations de paix. Ils ont sous-traité en n'insultant pas la main. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre avant de passer vraiment aux questions humanitaires? Elles sont gigantesques. Hein. J'ai regardé les chiffres ce matin. Les seules frontières terrestres, c'est donc l'Arabie Saoudite au nord et Oman au nord-est. 5 000 réfugiés à Oman, pas de réfugiés en Arabie Saoudite. Ceci dit, le Conseil de coopération du Golfe, c'est-à-dire les pays autour, même s'ils sont en conflit contre le Yémen aujourd'hui, contre une partie du Yémen, puisqu'ils veulent réhabiliter Hadi au pouvoir, ça a été dit, n'ont pas signé la convention de 1951 de l'ACR pour les réfugiés. Donc ils ne sont pas obligés de prendre des réfugiés, c'est aussi fou que ça. Ils n'ont pas d'obligation légale d'accepter des réfugiés, donc ils n'en acceptent pas, et c'est légal pour eux. Donc il ne faudra pas compter sur la générosité territoriale, financière ou humanitaire, je ne sais pas quoi,
du GCC, du Conseil de coopération du Golfe, pour accueillir des Yéménites qui, à mon avis, seront la prochaine vague majeure, le prochain flux majeur de réfugiés, c'est-à-dire de gens qui vont quitter leur territoire. Je disais 5 000 à Oman, environ 20 000 en Somaliland, c'est-à-dire ici, là, et Puntland, c'est-à-dire là, parce que la Somalie est coupée en deux. Donc ils se réfugient, là, ils se croisent. Hein, il y a des gens qui traversent le détroit pour aller vers le Yémen et d'autres qui quittent le Yémen pour aller vers la Somalie. 30 000 à Djibouti, quelques-uns très très peu en Égypte. Aujourd'hui, la photographie arrête sur image du mouvement du flux de réfugiés. Le flux déplacé, et Zam l'a commenté. Il y a 5 inquiétudes majeures sur la question humanitaire et l'insuffisance de l'aide. La première inquiétude, c'est le blocus, c'est le premier frein. Tant qu'il y aura blocus, on ne pourra pas passer à travers un blocus. Et ceux qui peuvent débloquer justement le blocus, c'est les Nations Unies qui sont perdus, le diplomate mauritanien qui est l'envoyé spécial, il est juste enfermé dans un truc qui s'appelle une mission impossible. Donc il ne peut pas. L'ONU ne fait rien, quoi, en clair. Elle ne peut pas. Elle négocie avec ceux qui, avec elle-même, pour un peu ouvrir le blocus, pas vraiment passer des navires, de trucs alimentaires à Hodeïda, etc. Mais il y a un blocus, et ce blocus, c'est le frein numéro 1. Le deuxième frein important, c'est l'insécurité. C'est une guerre civile, c'est pas que des bombardements d'hélicoptères, c'est des gens qui s'entretuent dans des villes. Et ça, c'est une insécurité majeure. Il y a eu des collaborateurs du CICR de la Croix-Rouge tués il y a quelques jours, etc. Deuxième élément de frein. Troisième élément, les besoins sont énormes. Quand on dit 20 millions de personnes ont besoin d'aide, de soutien, vous multipliez 20 millions par 10, ça fait 200 millions d'euros par mois. 10 euros, c'est rien par personne, multiplié sur une année, si on regarde d'un point de vue économique, c'est juste colossal en termes de besoins en aide et donc de moyens insuffisants. Qui va payer? Qui va financer l'aide au Yémen aujourd'hui? Qui? Et le faible nombre d'acteurs, c'est-à-dire, quand on regarde bien, les acteurs internationaux se comptent sur les 10 doigts des mains. Enfin, c'est très très faible, c'est pas à la hauteur, c'est pas la faute des humanitaires, c'est pas une insuffisance c'est juste une incapacité à monter en charge et à venir secourir les gens dans la situation dans laquelle ils se trouvent. Donc il y a un cynisme absolument terrible qui ouvre un chantier à deux niveaux, celui des réfugiés de mon point de vue, et celui de la reconstruction qui prendra, et Zam l'a dit, des lustres, si tout est pacifié, si tout est imposé, et si les fonds arrivent, etc., etc. Enfin, sur Al-Qaïda, moi je pense que c'est important parce que je remets une couche dessus. Là, très étrangement, cette entité, j'avais fait un papier dans Libération il y a quelques années en disant la jeunesse yéménite ne veut pas vivre sous l'égide d'Al-Qaïda. C'était le titre du papier en Libération. Je pense que c'est vrai, sauf que Al-Qaïda s'est implanté de façon territoriale et Al-Qaïda n'est pas combattu par la coalition, elle est combattue par les drones parce que tous les 3 mois il y a un chef qui saute, hein, un responsable d'Al-Qaïda, donc il y a une logique militaire américaine de dégommer les décideurs, mais l'entité se porte plutôt bien. Alors ça c'est un sacré mystère parce que ça rajoute une confusion et un acteur de plus dans le paysage extrêmement confus du Yémen aujourd'hui. Voilà ce que je voulais vous dire rapidement. Ce n'est pas des très bonnes nouvelles, mais enfin on ne peut pas expliquer les choses en disant des choses tièdes. Je pense que c'est un vrai conflit très très dur, une crise oubliée, une crise négligée, et une crise traitée avec beaucoup de cynisme par la communauté internationale. Merci beaucoup. Je donne la parole à Roxane pour qu'elle puisse lire un témoignage direct qui nous parvient du Yémen, d'un journaliste yéménite. Voilà, donc effectivement, je vais vous lire le témoignage de Fatih Kalorilani, enfin un extrait du témoignage parce qu'il est un petit peu long.
Fatigue, donc journaliste et défenseur des droits humains à Sanaa, au Yémen, âgé de 38 ans, voilà, avec qui je suis en contact depuis début avril, et c'est notamment lui qui a inspiré toutes les démarches qui ont initié ce collectif et qui a fourni une partie des photos qu'on a choisies pour l'expo. Donc en fait, c'est un témoignage qu'il a rédigé pour les 150 jours de guerre. C'était le 22 août. Donc aujourd'hui, ça fait 178 jours de guerre et de blocus, 6 mois. J'ai besoin de votre soutien pour une campagne contre l'agression saoudienne à l'encontre du Yémen et de son peuple. Nous avons besoin de plus de pression pour mettre un terme à cette guerre. Vous voulez savoir ce qui s'est passé pendant 150 jours de guerre saoudienne au Yémen? Je vais vous le dire. 150 jours de chagrin, de douleur et de peur pour tous les Yéménites. En 150 jours de guerre saoudienne au Yémen, j'ai vu la mort de mes yeux plusieurs fois, pas seulement à Sanaa, mais aussi à Amran, Saada, Odeda, dans la région de Arf Safiane et bien d'autres encore. En 150 jours de guerre, j'ai survécu à la mort quand mon quartier a été la cible des roquettes saoudiennes. J'ai failli être tuée avec ma famille. En 150 jours de guerre, j'ai failli perdre mon fils Mohamed lors d'un attentat à la voiture piégée qui a explosé dans mon quartier, à 100 mètres de mon fils. En 150 jours de guerre, j'ai arrêté de dormir la nuit de peur d'être tuée par les bombes saoudiennes pendant mon sommeil, comme la plupart des Yéménites. En 150 jours de guerre, j'ai vu mon pays adoré être détruit par le régime saoudien sous mes yeux, mais je ne peux rien faire pour arrêter ça. En 150 jours de guerre, j'ai fait des rapports sur les civils tués et blessés, incluant femmes et enfants, partout dans le pays. En 150 jours de guerre, j'ai rencontré des gens dans un grand dénuement qui ne peuvent offrir à leurs enfants qu'un repas par jour. En 150 jours de guerre, j'ai rencontré des réfugiés partout dans mon pays. Ils ont quitté leur village, leur ville. Ils cherchent juste la sécurité. En 150 jours de guerre saoudienne, beaucoup de Yéménites n'ont plus accès ni à l'eau, ni à la nourriture, ni à l'électricité, ni au gaz, ni au pétrole. Il y a beaucoup d'autres choses encore. En 150 jours de guerre saoudienne, les enfants du Yémen ne vont plus à l'école, soit parce que leur école a été détruite, soit parce qu'elle a fermé. En 150 jours de guerre, les enfants n'ont pu jouer avec leurs amis par crainte d'être tués ou blessés à tout moment par les frappes saoudiennes. En 150 jours de guerre, j'ai entendu des enfants pleurer, hurler en entendant le son des jets saoudiens dans le ciel de leur ville. En 150 jours de guerre, tout s'est arrêté, sauf les bombardements de la machine à tuer saoudienne. En 150 jours de guerre, j'ai parfois perdu le contrôle car nous vivons dans un stress permanent, n'ayant aucune idée de quand tout cela va s'arrêter. En 150 jours de guerre saoudienne, j'ai compris que l'argent peut tout acheter, mais ne peut sauver les vies d'innocents. En 150 jours de guerre, je crois encore en des jours meilleurs et que la guerre va prendre fin bientôt. Alors j'ai besoin de votre soutien pour une campagne contre l'agression saoudienne à l'encontre du peuple du Yémen. Nous avons besoin de plus de pression pour arrêter cette guerre. Cette campagne doit continuer jusqu'à la réalisation de son objectif, mettre un terme à cette guerre. Les Yéménites ont besoin de paix et ils la méritent. Nous voulons vivre en paix. Après 150 jours de massacre par le régime saoudien, que reste-t-il? Le Yémen est notre pays, cette terre nous appartient, à nous de décider de son futur et non le régime saoudien. Merci à vous tous, frères et sœurs, pour votre soutien au droit des Yéménites à vivre en paix. Que Dieu vous bénisse tous. Fatigue. Juste une petite remarque, c'est que on doit remercier Roxane et les âmes parce qu'ils étaient les briques de base de ce collectif pour les efforts, pour le temps qu'ils ont investi. Merci Roxane et les autres. Des questions, on a encore une petite dizaine de minutes avant que Sophie prenne la parole. Est-ce que vous avez des questions à adresser à notre camarade Joseph? Ou des points de vue. Ou des points de vue. Oui, le micro. Si je comprends bien, on nous dit les terroristes, les pires, c'est Daesh. Mais l'idéologie de Daesh, c'est l'idéologie de l'Arabie Saoudite. Et, me semble-t-il, on fait du commerce avec l'Arabie Saoudite et on la laisse faire. Alors, on est dans un truc de fou. Donc il me semble que l'une des choses que l'on pourrait faire en France, c'est de s'insurger violemment contre la politique dite antiterroriste
de la France et de l'Occident. Non pas qu'il faille réhabiliter Daesh, mais enfin, il faut désigner Daesh, c'est l'Arabie Saoudite. C'est ces gens-là, c'est les mêmes. C'est les mêmes. Alors, il faut arrêter de nous entuber et puis de nous dire mais non, mais c'est les chiites et les sunnites qui ne s'entendent pas entre eux, etc. Je crois qu'il faut vraiment prendre ça à bras-le-corps et puis y aller. Dire les choses. Ce que disait monsieur tout à l'heure, l'Arabie Saoudite, c'est un pays fasciste, c'est vrai. C'est vrai, mais Daesh, c'est pareil. Oui, mais il y a une compétition entre Daesh et l'Arabie Saoudite, parce que l'Arabie Saoudite s'est auto-proclamée seule et exclusive gardienne des lieux saints, et Daesh fait de la surenchère. Donc ils ne sont pas d'accord entre eux. Ceci dit, je vous rejoins assez sur le fond. C'est-à-dire, c'est un avatar de la doctrine saoudienne, en clair. Monsieur. J'arrive, je suis chaud pour prendre la suite l'intervention de madame. Pour moi, Daesh, comme Al-Qaïda, ce sont des multinationales de terrorisme qui ont un objectif, c'est faire avorter les révolutions arabes et réinstaller d'autres régimes qui seront à la botte des grandes puissances et pour partager les richesses du monde arabe. Ça, c'est ma propre lecture. Mais je pourrais dire beaucoup de choses sur ce qui se passe actuellement dans cette région-là. On nous a dit qu'ils allaient intervenir parce qu'il y avait des armes de destruction massive en Irak. Et vous savez, la suite, on a détruit l'Irak, et on a détruit les bases d'une civilisation qui a plus de 9000 ans. Ça, c'est une chose. On nous a dit, une fois que cette question-là sera réglée, on va trouver une solution à la Palestine. On connaît la suite actuellement. Maintenant, on nous parle du droit humanitaire. Et qui est intervenu en Irak? Qui a intervenu et a foutu le bordel en Libye? Au nom de quoi ils ont fait ça? Et actuellement, en Syrie, c'est la même chose. C'est une intervention que moi, je le qualifie d'impérialiste pour diviser le monde arabe, pour retarder son développement et la marche vers le progrès. Et malheureusement, nous avons des puissances occidentales qui sont très proches de notre région et qui, eux, jouent un rôle qui est néfaste pour toute la Méditerranée. En France, par exemple, il y a une classe politique qui est un peu, je ne sais pas par quoi elle est obsédée, mais je pense qu'elle est obsédée par le monde arabe et musulman, entre autres. Comment se fait-il, cette classe politique qui sait, en partie, pas tous, que l'espace géopolitique de la France, il est au sud, il n'est pas au nord, il n'est pas à l'est, il n'est pas à l'ouest. Et il continue de suivre une politique désastreuse pour toute la région, y compris pour les intérêts de la France. Donc on nous dit aujourd'hui, c'est l'humanitaire et c'est ordre sauvage, ces réfugiés là. Pourquoi ils ont quitté leur pays? Pourquoi ils ont quitté cette région-là? Il faut qu'on se pose la question. Et il y a des réponses qui ne sont pas les réponses des médias, mais qui peuvent être trouvées dans notre propre conscience, notre prise de conscience. Et ça, je crois que nous avons du boulot dans cette société, dans ce pays à faire. Quant à ce qui se passe actuellement au Yémen, c'est une guerre par procuration. C'est la même guerre qui continue sous d'autres formes. L'Arabie Saoudite, c'est-à-dire qu'on fait la guerre avec notre poignée, avec notre jeunesse et avec une lecture de notre religion qui n'est pas et qui ne peut pas être notre propre lecture. Elle nous empêche, non seulement parce que nous sommes ouverts sur le monde, on nous dit aujourd'hui que l'islam c'est ceci, c'est cela. Si on veut se référer à l'histoire et à notre propre culture, nous sommes les héritiers de toutes les civilisations qui sont nées autour de la Méditerranée. Nous sommes l'héritier, et dignement héritiers. Et notre civilisation l'a confirmé. Donc il faut cesser, et il faut faire cesser. Et nous avons un travail dans l'opinion publique ici en France, pour que les gens ouvrent les yeux sur ce qui se passe dans cette région. Je n'appartiens pas à aucun parti politique. Je suis un émigré qui vit en France depuis une cinquantaine d'années. J'y reste, mes enfants sont ici. Et moi, je resterai ici. Et dans ce pays-là, il y a des forces de progrès, il y a des forces démocratiques.
qui malheureusement aujourd'hui baissent un peu la tête devant les puissants médias, devant la ligne politique qui est suivie aussi bien par les socialistes que par les RPR, parce qu'ils sont tous uniquement intéressés par le pouvoir et non pas par l'avenir de ce pays-là. Je termine parce que je vais finir par dire des bêtises. Mais vous avez fait une conférence, quoi. Je passe la parole maintenant à Sophie pour qu'elle nous parle de la suite utile à donner à notre activité aujourd'hui. Est-il d'un point de vue matériel pour aider les victimes de cette agression? Évidemment, le premier intérêt était donc l'information. Je pense qu'on l'a couvert largement. Maintenant, Sophie va nous parler qu'est-ce qu'on peut faire pour aider le peuple yéménite. Alors, bonjour. On est très heureux de vous voir ici parce que c'est vous qui allez prendre la relève. Voilà. C'est l'objectif de cette conférence, c'est de voir comment vous pouvez vous joindre au collectif et participer. Parce qu'on a bien compris, moi j'étais un des observateurs dans la première conférence qu'a organisée Roxane Fresno avec Hizam et puis aussi avec la participation donc, de Joseph Dato. Et petit à petit est venu participer aussi Bastien Debive et puis aussi Hassan Kaïl et François Réguier, c'est ça? François-Marie Perrier. Voilà, François-Marie Perrier. Donc vous voyez, petit à petit, les gens adhèrent au collectif et petit à petit, le collectif s'enrichit des idées et des pensées de chacun de vous. Comme vous voyez, ce collectif, c'est une initiative citoyenne. D'accord? Et c'est ça qui est important. C'est une initiative apolitique. Et ça rejoint justement l'idée de monsieur, qui explique qu'il est apolitique. Ah non, je suis politique. Ah, vous êtes politique, d'accord. Donc, d'accord, vous êtes politique. Mais ce que je veux dire, c'est que vous avez une volonté de conscientiser. Une volonté d'informer. Quand on dit exactement apolitique, ça veut dire qu'on n'est pas l'armée du salut. Hein? Non, nous sommes des citoyens armés avec notre propre conscience. Voilà, vous êtes armés avec votre propre conscience. Parce que nous regardons le monde tel qu'il est. Oui, voilà. Dans ce sens-là. Mais ce que je veux dire par là, c'est que... alors, je ne sais pas comment mettre ça. Donc, ce qui est important, c'est que, comme vous voyez, il y a cette initiative citoyenne. Elle est née aussi d'une relation avec des Yéménites par le biais d'Internet. Donc, ce témoignage qu'a fait Roxane donc de Fatik, c'est un témoignage qui est très émouvant. Et qu'est-ce qu'il nous demande Fatik? Il a dit « Nous avons besoin de vous ». D'accord? Donc, partons de là, nous avons besoin de vous. Mais que pouvons-nous faire à notre niveau? Donc, il y a plusieurs choses qui ont été évoquées. Par vous-même, monsieur, vous avez parlé de conscientiser, d'informer, et justement, dans la première réunion dans laquelle il y a eu l'exposition des photos de Fatik, ils ont demandé qui pouvait adhérer au collectif, et on s'est retrouvé un petit groupe dans lequel on a pensé déjà à 3 types d'actions que le collectif pouvait faire. Alors, un premier groupe d'action qui est autour de l'information, de la sensibilisation, de la communication, d'accord? Un deuxième autour de la thématique de l'aide humanitaire, et un troisième qu'il ne faut pas oublier, sécurité alimentaire. Parce que vous avez vu dans le film qui a été projeté au début, qu'est-ce qu'elle a dit la dame qui était avec ses enfants? Elle a dit, c'est pas les bombes, j'ai pas peur des bombes, j'ai le plus peur de la faim. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est que les agriculteurs n'arrivent plus à produire parce qu'ils n'ont plus accès, si vous voulez, à du carburant. Ils ne peuvent plus faire fonctionner leurs pompes, ils ne peuvent plus irriguer. D'accord? Donc il y a une vraie problématique de sécurité alimentaire. Et on peut, en tant que citoyen, adhérer au collectif et participer vraiment à des solutions qui sont des solutions qui émanent de cet échange avec des Yéménites là-bas. Des gens qui sont des citoyens yéménites et qui ont certaines préoccupations, qui ont beaucoup de connaissances là-bas. Et c'est ces échanges-là qui vont faire la richesse et qui vont permettre de définir des actions.
Donc, on aura une autre conférence qui va être organisée le 22 à Amal, le 22 octobre, et qui va être sur les 3 groupes de travail. D'accord? Donc, le collectif va fonctionner comme ça en groupe de travail, dans lequel serait important que participent des citoyens, donc grenoblois et autres, mais aussi dans le cadre, au sein de ces citoyens, également des étudiants, parce qu'il faut faire participer les universitaires, les étudiants des écoles, etc., et également des professeurs et des professionnels. Donc, comme vous, c'est important de pouvoir compter sur vous et que vous puissiez diffuser ce message. Et que petit à petit, ces solutions émergent justement de la pensée collective. C'est ça qui fait la force. Donc, on a déjà pensé un petit peu à ce qui pourrait être fait dans chacun des thèmes, et ça sera l'objet de la deuxième conférence, de travailler là-dessus et d'essayer d'approfondir ces éléments-là. Donc, on va passer très rapidement au travers de ces thèmes maintenant, parce que ce n'est pas l'objet de la conférence de commencer à entrer dans le vif du sujet, mais juste déjà de vous donner une première idée pour savoir qui d'entre vous peut déjà adhérer pour préparer la deuxième conférence. Alors, pour l'information, la sensibilisation, la communication, on a pensé à des actions, par exemple comme la création d'un web qu'il faudra alimenter. Je pense que des analyses comme la vôtre, l'analyse de madame qui est partie aussi, c'est intéressant, etc. La constitution de dossiers de presse, donc avoir des personnes qui vont s'occuper de la veille, qui vont s'occuper d'analyser les informations, parce que comme on a bien vu, dans les différents médias, on nous fait ingurgiter certaines idées déjà mâchées, d'accord? Et qui ne représentent pas la réalité terrain. Donc là, c'est très important, cette analyse est très importante. Aussi, la rédaction d'articles de presse, mais pour différents publics, donc à la fois au niveau local, pour des étudiants, pour des écoliers, mais au niveau national, etc. L'organisation de conférences, la création d'expositions photos, de petits films, l'organisation de soirées à thème, la création de murales, de fresques, parce que les artistes aussi, c'est un mode d'expression qui est très fort et qui est important à valoriser, le théâtre de rue, la participation aux événements d'autres associations, comme la maison la maison des associations, etc., mais aussi à des entités comme la maison de l'international, au comité de quartier, etc. Et aussi des activités scolaires, parce que là aussi avec les enfants, on peut faire énormément. En les sensibilisant, on peut aussi faire par eux, ils peuvent même faire eux-mêmes des petits films sur leur façon de voir cette réalité au Yémen et le lien avec ce dont on parle tellement de réfugiés, de migrants, etc. Donc des pétitions, parce que c'est important de voir quel genre de pétition pourrait être réalisée. Ce qui va être aussi important, c'est d'analyser les thématiques. Sur quelles thématiques exactement vont se faire toutes ces activités et les modalités d'action, comment les faire, déjà entre nous, où les faire et avec qui les faire. Donc là, par exemple, on peut penser à des citoyens, plus des étudiants qui seraient en communication, en technologie de l'information, en art, en sciences politiques, etc., etc., etc. Donc là, ce qu'on va vous demander pendant 5-10 minutes ici, c'est déjà d'enrichir le qui, et puis là aussi si vous avez d'autres idées, d'accord? Pour l'aide humanitaire, ce qui va être très important, avant de dire oui, nous, en tant que collectif, on va pouvoir agir comme ça au niveau de l'aide humanitaire, il faut d'abord comprendre le contexte, d'accord? Comprendre le contexte des initiatives existantes au Yémen et hors Yémen. D'accord? Monsieur Dato, Joseph vous en a donné déjà un petit aperçu, d'accord? Mais il va falloir l'analyser un peu plus en détail, comprendre aussi quelles sont les entités actives. Ce n'est pas simplement les initiatives, mais les entités. D'accord? Les acteurs. Qui sont les acteurs? Avec quels acteurs on peut avoir des échanges aussi? Les thématiques ciblées, parce que l'aide humanitaire c'est très vaste, et quelles actions pourraient être menées. Ensuite, au niveau des modalités d'action, on revient au comment, où. Alors, où, là, ça sera aussi où au niveau de la région et où ici. D'accord? Avec qui, donc avec quels acteurs? Parce qu'au niveau d'un collectif, on ne peut pas tout faire. Il va falloir cibler, il va falloir essayer d'avoir des actions avec des acteurs très précis, les plus pertinents.
qui, là aussi, ça serait intéressant d'avoir des citoyens, des professionnels, etc. Et au niveau des étudiants, on insiste au niveau des étudiants parce que c'est une force vive quand même, et ça serait bien d'allier aussi des étudiants qui sont en médecine, des étudiants qui sont en sciences sociales, en sciences humaines, etc. Pour la sécurité alimentaire, là, ce qu'il va falloir faire, c'est pas un petit collectif qui va pouvoir changer et assurer la sécurité alimentaire au Yémen. Mais par contre, un petit collectif peut aider à échanger des idées avec des acteurs locaux au Yémen. Ça peut être des associations de producteurs, des petits producteurs, comme ça peut être aussi au niveau du ministère de l'Agriculture qui continue de fonctionner, qui est un des rares ministères qui continue de fonctionner pleinement là-bas. Ça, peut-être que Hizam pourra vous expliquer comment est en train de fonctionner le gouvernement là-bas. Donc, comprendre quelles sont les régions de production agricole, d'accord? Par exemple, où sont produits les fruits, où sont produits les céréales, où sont produits le café, etc. Quels sont ceux qui sont en agriculture irriguée, agriculture pluviale, etc. Comprendre ça, la position avant la guerre, au niveau de la production, du maillon de la valorisation de ces produits-là, comme le miel, d'accord, et leur commercialisation. Comment c'était avant la guerre, et maintenant, maintenant qu'il y a la guerre, qu'est-ce qui a été affecté? Quelles sont les infrastructures qui ont été affectées pour chacune de ces principales filières? Pourquoi c'est important? Parce que les gens ont besoin de se nourrir. En période de guerre, comme a dit la dame dans le film, c'est le nerf de la guerre, c'est l'alimentation. Donc appuyer la production agricole, appuyer les petits producteurs qui, par exemple, en ce moment, manquent de gazole pour alimenter leurs pompes. D'accord? Il pourrait y avoir certains étudiants qui travaillent sur des pompes solaires, pourquoi pas? Et voir comment monter un projet sur la base de cette analyse pour que ce projet puisse drainer des fonds et qu'on puisse petit à petit voir en temps de guerre et après-guerre comment agir. D'accord? Donc ça permet d'identifier sur quelles de ces composantes on doit faire, quelles sont celles de ces composantes qui peuvent faire l'objet d'un appui, et puis avec quels acteurs, encore une fois, peut se monter un tel type de projet. Là aussi, c'est la même chose au niveau des modalités d'action qu'il va falloir analyser. Donc chacun, vous voyez, chacun a son rôle. Chacun peut apporter quelque chose. D'accord? Il n'y en a pas un qui peut apporter plus qu'un autre. Chacun a une expérience de vie qui est unique. Chacun peut avoir des contacts avec des gens au Yémen, d'accord, qui vont être ciblés. Et tout ça sera défini au niveau d'ateliers de travail, des groupes de travail, dans la prochaine conférence du 22. Donc là, ce qu'on va vous demander, on va vous distribuer des petits post-it. Si vous pouvez en 5-10 minutes mettre, là c'est le numéro 1, numéro 2, numéro 3, ce que vous avez à rajouter au niveau de ces actions, au niveau de chacun de ces thèmes, et puis pour qu'on puisse mieux préparer la conférence du 22, et surtout aussi que vous puissiez nous indiquer qui souhaite participer dans quel groupe. Et on compte beaucoup sur vous pour passer le mot, et que le 22, il y ait vraiment des gens, vous voyez, ça va être une coupe, enfin comment on pourrait dire ça? Là, ce qui est attendu, c'est vraiment un échange. C'est penser ensemble aux actions qui peuvent être faites. On ne fait pas que du blabla, quoi. C'est pas que parler. C'est agir ensemble. Voilà. Alors, on vous passe ça. Moi, je passe les... Alors, on vous donne 2-3 petits stickers. Vous pensez, par exemple, quelles sont les autres idées que vous auriez pour chacun de ces thèmes? D'accord? En termes pour l'information, sensibilisation, la communication, est-ce que vous voyez d'autres actions? Est-ce que vous voyez des thématiques particulières? Est-ce que vous voyez aussi, par exemple, qui pourrait vraiment participer en termes de citoyens, d'étudiants, etc. et de professeurs? Pour l'aide humanitaire, est-ce qu'il y aurait d'autres éléments que ces initiatives-là? Voilà. Donc, alors, numéro 1, numéro 2, numéro 3. D'accord? Vous mettez ce que vous avez comme idée. On vous donne, il y a 5 petites minutes pour qu'on reçoive. Donc là, on arrive à la fin de
cet après-midi. Donc c'est à moi un peu de donner d'essayer de donner un petit résumé une petite synthèse sur tout ce qui a été dit sur l'avenir de ce pays. Ben, je vais essayer, c'est très compliqué, vous voyez bien. Alors, dans un premier temps, par rapport au Yémen, ben, on souhaite, nous en tout cas dans le collectif SOS Yémen, de part, on n'a pas voulu prendre une position politique, purement politique. Nous sommes partis sur une base humanitaire et pacifiste, c'est-à-dire tout simplement, on veut très bien et on travaille dans ce sens, c'est-à-dire d'arrêter le bombardement, l'embargo sur le Yémen. Ça, c'est une première chose, c'est une demande qui n'est pas très difficile à comprendre. Deuxième point, on veut que le dialogue reprenne entre les divers partis politiques ou les divers communautés ou factions politiques de ce pays, aidées par les grandes puissances, entre guillemets, soi-disant, les puissances démocratiques, les puissances des pays des droits de l'homme, les Nations Unies, les conseils de sécurité, tout ça, tous ces organismes, ces pays, ils nous disent tous les jours, chaque jour, que nous sommes pour les droits de l'homme, pour la paix. Allez-y. Allez-y, donc pourquoi vous avez laissé ce pays pendant 6 mois sous le bombardement et sous un sort terrible? Alors, on joue à quoi? Bon, ça c'est donc une grande question, mais bon, malheureusement ils ne sont pas là, on est entre nous, hein, des citoyens. Troisième point, avant tout, il y a une urgence terrible, quoi. Comment on peut acheminer les aides, quoi? Parce qu'on sait très bien, en période de guerre, il va en manquer du tout, de l'eau, de nourriture. Une simple blessure s'infecte, surtout il fait très chaud, surtout il y a plus d'eau, il n'y a pas le minimum pour une minimum vital pour la vie. Donc comment on peut faire ici pour qu'un minimum de choses soient envoyées vers ce pays? Bon, ceci étant, on ne va pas être quand même trop, comment dirais-je, idéaliste. C'est-à-dire qu'il faut quand même dire un certain nombre de réalités politiques. Personnellement, ça engage tout seul à Saint-Caïl. Maintenant, si mes collègues, mes camarades sont d'accord, tant mieux. Moi, j'ai constaté que depuis, je ne vais pas aller trop loin dans le passé, hein. Donc j'ai constaté que depuis l'occupation de l'Irak par l'armée américaine, et rien ne va plus dans la région. Donc on a eu depuis l'invasion américaine à l'Irak en 2003 une avalanche de catastrophes. La dernière de ces catastrophes était certainement, je vais citer quelques-unes, les plus grandes: la guerre civile, la guerre sur la Syrie, c'est le plus civil au départ peut-être, était un peu, la guerre en Irak, en Libye, l'existence des groupes djihadistes terroristes, et à la fin, au lieu qu'on commence à trouver des solutions à tous ces conflits, par-dessus le marché, c'est la guerre sur le Yémen. Alors, je me rappelle d'une phrase célèbre mais très cynique qu'elle nous a annoncé Condoleezza Rice en 2006 peut-être ou 2005, que le monde arabe il ne va pas très bien et il lui faut ce qu'on appelle en arabe al-fawda al-khallaka, en français je pense c'est le désordre créatif ou quelque chose comme ça. En fait c'était désastreux. Il faudrait dire une chose: ni l'Arabie Saoudite, ni la Turquie, ni les Émirats, ni l'Égypte osent envoyer leur aviation et leurs canaux et leurs chars contre un pays comme le Yémen si ils n'ont pas eu le feu vert américain. Donc, pour moi, la source du mal, c'est l'empire du mal, c'est les États-Unis. Alors, les États-Unis, dans sa politique étrangère, pour ne pas tout mélanger,
peuple américain, peut-être les plus ou moins pacifistes. Hein. Ces gouverneurs, ils ont une politique désastreuse, en tout cas en Proche-Orient, chez nous. Bon, ceci étant, maintenant, si on regarde un peu la carte de la région, personne ne parle de la Palestine. Le problème palestinien était occupé la première scène chez nous. Maintenant, peu de gens parlent de la Palestine. Les Israéliens, pour le 5e jour consécutif, ils envoient des dizaines de soldats envahir la mosquée Al-Aqsa. Ils bombardent les fidèles, ceux qui font la prière, par des bombes lacrymogènes à l'intérieur de la mosquée Al-Aqsa. Et personne ne proteste. Les avions F-16 saoudiens et égyptiens, et je ne sais pas quoi, et émiratis, ils n'osent même pas faire seulement un voyage de reconnaissance au-dessus de l'Aqsa pour dire à Israël, s'il te plaît, arrête. Non. Non, ils ne font rien. On n'a jamais vu un soldat saoudien tomber pour la Palestine. Jamais. Bon. Ceci étant, il faut comprendre une chose, que les monarchies des pays du Golfe, c'est des régimes qui ne sont pas, pour le moindre des choses, qui ne sont pas démocratiques. C'est des dictateurs. C'est tout ce qu'on veut. Mais malheureusement, ils sont protégés par qui? Par l'Occident, notamment les États-Unis. L'armée américaine possède la 6e flotte, donc tout près de nos pays, la 6e flotte, la 7e flotte, des dizaines de milliers de soldats, donc des bases militaires en Arabie Saoudite, en Qatar, sans oublier son allié stratégique dans la région, Israël et la Turquie. Donc vous voyez bien maintenant, la carte elle est tout à fait noire. Avec l'effondrement de l'Union soviétique, on est resté tout seul devant un axe très puissant, représenté par les États-Unis, par Israël, par la réaction arabe et par le nouveau qui cherche un peu la gloire de l'Empire ottoman, c'est-à-dire Erdogan et compagnie. Et c'est eux qui ont essayé de récupérer les révolutions arabes. Parce que n'oubliez pas une chose, les démocraties dans des pays comme la Tunisie ou la Libye ou la Syrie, ils font peur avant tout, avant les dictateurs, ils font peur aux pays du Golfe. Donc ils ne veulent pas du tout entendre parler de ces démocraties. Ils veulent installer des régimes qui leur ressemblent. Et malheureusement, l'Occident ferme les yeux. Et l'Occident, il pense seulement à vendre. L'Occident, c'est les dirigeants. Je suis quand même citoyen français, laïque et international. L'Occident, c'est les régimes, c'est les représentants politiques qui ont le pouvoir, qui préfèrent vendre les armes que d'envoyer les démocrates au pouvoir, etc. Donc, nous sommes devant une carte très noire. Mais, quand même, on a le droit de ne pas voir tout noir. Moi, je ne vois pas actuellement tout noir. Je dirais qu'il y a un espoir. Peut-être que je suis idéaliste, c'est pas grave. Moi, je dis comment dirais-je, notre souffrance va s'arrêter et notre objectif à nouveau peut être atteindre si on maintient l'unité entre les forces progressistes, entre les forces qui optent pour l'union du monde arabe, pour installer une démocratie au monde arabe, pour installer des régimes, si on peut, le plus possible laïques. Parce que malheureusement, notre région, et ça engage personnellement, on est trop plongé dans la culture religieuse. On instrumentalise la religion, malheureusement. Je ne suis pas contre la religion, je ne suis pas contre les croyances. Mais qu'on prenne la religion comme un bon instrument pour diviser, ou pour tenir le pouvoir, ou pour faire de la démagogie, ou pour tuer, ou pour couper les têtes, comme les font certains, ça c'est un désastre. Donc, mais le gros problème des pays arabes aussi, c'est que
avec ces régimes dictateurs qu'on avait, tout a été interdit. Ils nous ont laissé seulement que la culture religieuse. Je ne suis pas contre, mais il faut la noyer, il faut même la valoriser par d'autres, par une ouverture sur d'autres cultures, sur toutes les cultures, sur tous les débats. Il faut que tout le monde donne son avis, son débat. C'est pas comme il fait le régime saoudite, il a emprisonné un citoyen parce qu'il a osé dire quelque chose sur Internet, il a eu 1000 coups de fouet. Qatar, il a emprisonné un poète parce qu'il a osé critiquer l'émir en lui disant il faut que tu te partes, laisse la place à la démocratie. Il a eu 15 ans de prison, j'ai oublié son nom, etc. Donc, moi je dirais, ce qui se passe chez nous, c'est pas un complot, mais c'est parce que nous sommes aussi responsables. Mais les deux sont juste un complot et de nos propres maladies, hein, les pays arabes et les intellos arabes et les régimes arabes. Ce qui se passe chez nous, c'est, comme il a dit Ziad Rahbani, hein, le fils de Férouz, la grande chanteuse, c'est un long film américain. C'est un long film américain que nous sommes en train de vivre dans notre région. Et le seul espoir pour moi, c'est de maintenir nos convictions. C'est-à-dire, moi j'ai toujours aspiré le monde arabe comme unité. Le pays, comme on dit, l'Union européenne ou les États-Unis d'Amérique, moi j'ai toujours aspiré les États unis démocratiques arabes. Il n'y a que cette solution qui peut nous sauver. Et malgré l'effort de guerre des 150 chaînes de satellites qui essayent de dire que non, il y a des guerres fratricides, ça c'est des fausses thèses. Ça c'est une instrumentalisation de la religion, mais les objectifs politiques ne sont pas là. Donc je vous appelle à aider toutes les forces démocratiques, les vraies forces démocratiques dans le monde arabe, et à ne pas désespérer. Mais il faut du temps. Voilà, merci.